Jean-Pierre Lebrun est psychiatre et psychanalyste et exerce à Bruxelles et Namur. Il est l'auteur de nombreux livres, notamment publiés aux éditions RS, parmi lesquels en 2017 Un cerveau pensant, entre plasticité et stabilité, avec Marc Cromlinck, De la maladie aux malades, psychanalyse et médecine dans la cité, et Une parole pour grandir, suivi de Oedipe empêché, avec les accueillants du Jardin Couvert à Lyon. Jeudi 27 février 2020, Jean-Pierre Lebrun présentait son dernier ouvrage, Un immonde sans limite, 25 ans après son livre Un monde sans limite, aux éditions RS, dans une conversation avec Marie-Jean Sauret et Jacques Médigetz. Vous remercier tous les deux d'être là ce soir et d'avoir bien voulu discuter mes avancées. Je vais en dire 2-3 mots, mais pas beaucoup, pour que on laisse la place aux gens qui ont lu et qui ont travaillé ça. Tout le monde sait le lien de longue date avec Marie-Jean Sauret, donc je ne vais pas revenir, mais c'est vraiment pour moi un grand plaisir d'accueillir Jacques Miel ici, à l'occasion d'une journée organisée par Rémi Sainte-Rose, en tout cas, je crois qu'elle est organisée. Nous nous étions rencontrés, et malgré nos différences d'appartenance complètes comme psychanalyste, il me semble qu'on avait eu l'occasion d'échanges et sympathiques et intéressants. Et donc, du coup, j'ai eu grand plaisir à pouvoir, à ce que Jacques Mied, comme on dit, pour ne pas s'embarquer dans les noms impossibles, ici, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle à Toulouse, et qu'il ait accepté de bien vouloir venir discuter mon livre. Et c'est pourquoi, après avoir vu une toute petite présentation, je vais commencer par lui donner la parole. Mais avant ça, je voudrais quand même dire 2 mots pour, ne fût-ce que... Voilà, donc c'est un ouvrage qui est venu, comme vous le savez, sans doute 25 ans, 22, 23 exactement, après un monde sans limite, qui pour moi a été important parce qu'à la fois il a été fort accueilli, ce livre, et en plus il a suscité beaucoup de débats, de discussions, de polémiques même, bon, qui m'ont toujours intéressé. Et puis depuis un petit temps, dans ma tête, j'ai essayé de me faire la même lecture à propos du monde actuel auquel nous sommes confrontés et dont nous ne pouvons quand même pas dire, même s'il ne s'agit pas d'être ni pessimiste ni tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire que ça va bien. Enfin, il y a quand même quelques difficultés qu'il faut reconnaître qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et donc, c'est un livre qui j'ai espéré, j'ai attendu au départ de pouvoir faire une sorte de lecture générale, mais ce ne sera pas encore pour celui-ci. Donc ici, je l'ai pris par différents bouts, comme ça, de différentes lectures, pour essayer de rendre compte de ce qui se passait, et qui pour moi est un peu résumable, un peu peut-être trop facilement, mais dont le fait que nous sommes 25 ans après un monde sans limite, mais 40 ans après une révolution du monde sociétal, tel que nous l'avons vu se transformer, mais révolution qui, comme le dit Marcel Gauchet, est insidieuse, c'est-à-dire que personne n'a été informé de ce qu'avait une révolution. On a dû constater que des choses se passaient tellement différemment, et dans lesquelles je ne peux pas faire autrement aujourd'hui que de constater que dans toute une série de champs, que ce soit celui de la famille, que ce soit celui de l'école, que ce soit celui de l'enseignement, que ce soit celui de la vie politique, que ce soit celui de la clinique, partout, il me semble que l'on peut voir des effets d'une mutation inédite, mais aussi non repérée comme telle, bien que nous y participons tous, hein, c'est pas ça, mais non repérée comme telle, qui a eu un effet étrange et curieux. C'est qu'un trait de la condition humaine, qui était quand même celle que nous avons tous en tête quand nous nous intéressons entre autres à l'œuvre de Lacan et de Freud, c'est qu'en tout cas la question de la culture, qui pour Freud était liée à la fonction paternelle, pour Lacan est beaucoup plus liée à la question du langage, ou du trait de l'espèce qui nous définit. Eh bien, ça suppose une négativité, mais qui aujourd'hui, quelque chose qui nous... une perte, une absence centrale, cruciale, mais qui aujourd'hui est partout quasi soit effacée, soit même gommée, soit même carrément forclose. Donc on a des effets de ça à tous les niveaux.
Et je crois que pour des tas de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir tout à l'heure, à la fois, certains ne veulent pas le savoir. Enfin, il y a une sorte de déni, à mon avis, qui circule à ce propos-là. Et deuxièmement, nous sommes peut-être alors pas tout à fait à la bonne hauteur pour essayer de pouvoir réagir correctement. Donc voilà, c'est un peu l'idée générale du livre. Donc, du coup, Immonde sans limite, 25 ans après Le Monde sans limite, 25 ans après, devoir constater que d'avoir pensé ou de nous être laissés embrigadés dans un monde dont nous espérions que la limite allait pouvoir être éclipsée, eh bien, ça nous a plutôt produit des effets qui ne sont pas si simples aujourd'hui et pour lesquels nous allons avoir besoin de toutes nos lumières, c'est le cas de le dire d'ailleurs, pour essayer de nous y retrouver. Lumières qui, pour moi, ne sont pas que celles relevant des psychanalystes, c'est aussi les anthropologues, les philosophes, hein, toutes les autres disciplines, d'ailleurs les artistes, enfin, plein de gens. Mais c'est vrai qu'il me semble que la psychanalyse là-dedans garde une tâche tout à fait importante pour essayer de clarifier ce qui nous arrive. Voilà, je m'en tiendrai là pour ce que j'ai dit. On peut y revenir après, bien sûr, mais je vais vous donner la parole, comme on a prévu. Bien, merci. Écoutez, merci de m'avoir invité. Voilà, c'est un exercice assez difficile. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir et d'intérêt à vous lire. Mais d'autant que vous vous lancez dans un exercice qui est quand même extrêmement périlleux, qui est celui, vous venez de l'évoquer, hein, du rapprochement entre ce qui est de l'ordre de la culture, du social ou du politique, et ce qui est de l'ordre de l'intrapsychique. Et c'est toujours difficile. Mais je crois que vous essayez avec, pour ce qui me concerne, hein, un rare bonheur. Hein. Voilà, alors, et vous partez quand même de votre identité d'analyste lacanien, avec votre corpus théorique, et vous jetez un regard sur le monde. Alors je crois que c'est un regard, moi je trouve, d'humaniste, ouvert, sur le monde, que vous regardez assez tranquillement, mais avec une certaine sévérité de temps en temps. On va peut-être y revenir. Alors, c'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a 2 ans, qu'on avait pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble, ce qui me fait avoir le plaisir d'être ici. Alors, moi, j'ai beaucoup de proximité avec ce que vous exposez, et je fais l'hypothèse, j'espère qu'elle vous intéresse, que ce qui nous sépare, l'écart, ou ce qui nous différencie, bien loin d'être stérilisant et source de clivage, d'anathème ou d'exclusion, ce dont les psychanalystes sont de grands spécialistes, peut, à contrario, nous enrichir par le travail psychique qu'il nécessite. Alors, je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Je vais vous citer. Alors, page 267, 268, c'est la fin. Alors, c'est pour ces raisons que j'aimerais que des collègues consentent à travailler ensemble au-delà de nos appartenances institutionnelles, non pas pour uniformiser nos théories respectives, mais pour nous remettre nous-mêmes à l'épreuve de l'exogamie. Il ne s'agit ici nullement de contrecarrer les formations distribuées dans les différentes institutions d'analystes, il s'agit d'en finir avec le discrédit jeté sur, ouvrez les guillemets, ce qui n'est pas moi ou nous, fermez les guillemets, pour prendre à nouveau le risque de l'altérité, autrement dit, de nous imposer d'aller plus loin que nos propres frontières. Alors, donc, dialoguons, et je rappelle Freud qui disait « La vérité réside dans l'écart entre le manifeste et le latent ».
Alors, on va y revenir. Et je vous rappelle aussi que Freud, dans l'interprétation des rêves, disait que quand on ne comprend pas bien un rêve qu'on n'a pas saisi, il fallait demander au patient de le répéter. Et que c'était dans l'écart entre la répétition, le deuxième récit du rêve et le premier, que se trouvait la vérité. Donc l'écart, la césure, le vide, etc., la différence est extrêmement important. Et c'est ce qui nous amène, c'est la seule chose qui peut nous amener à la connaissance de ce qui est le latent. Alors, bon, vous avez, je vais prendre quelques points. Alors, votre livre est tellement riche que, bon, j'ai été obligé de choisir. Hein. Voilà. Alors, donc vous avez dit qu'on vivait une sorte de révolution, ou qu'on l'avait vécue, assez insidieuse mais profonde. Alors, je vais commencer par cela. Vous dites, je crois vous avoir compris, qu'on est passé d'un modèle de type vertical ou pyramidal à un autre modèle, à une autre organisation où domine l'horizontalité. Alors ce passage s'est fait d'une manière progressive, insidieuse, mais sans doute irréversible. Alors vous insistez beaucoup à ce propos sur la disparition de la référence religieuse qui est liée au principe d'autorité, et je pourrais rajouter d'un modèle de transmission de type vertical, basé sur le passé, l'acquis, l'expérience, l'ancienneté, le pérenne, etc. Et vous citez la fameuse phrase de Goethe, qui est recitée par Freud, « Ce que tes aïeux t'ont transmis, acquiers-le ». C'est une superbe phrase. Alors, sommes-nous alors dans un nouveau modèle, un modèle ante-Édipe, qui serait à l'opposé des caractéristiques inhérentes à l'Édipe. Alors, comme dit Racamier, anté et anti-Édipe, d'où le père serait exclu, le sujet devenant père de lui-même. Et il rajoute, or, c'est à prévenir l'inceste que sert le père ou son substitut. Donc à chaque fois qu'on va parler de père, on est bien d'accord pour dire que c'est le père ou son substitut. Alors, vous parlez d'une crise, mais est-elle anti-édipienne ou post-édipienne? Et est-elle celle d'un retour alors à une organisation différente, voire à une inorganisation, ce qui serait alors une révolution assez catastrophique? Mais vous dites que vous êtes assez optimiste et vous pensez que peut-être on finira par trouver un équilibre qui préservera le sujet. Alors, est-ce un déclin, un passage depuis plusieurs générations d'une organisation bien structurée, je rappelle, basée sur la différence des sexes, la différence des générations et de l'existence de l'interdit porté par le surmoi parental, lui-même héritier du surmoi des ancêtres, comme le dit Freud, surmoi qui est inconscient. Alors, nous serions ainsi passés à un modèle différent, horizontal, qui est d'essence narcissique. Alors, je rappelle que Narcisse était tombé amoureux de son image vue dans le miroir de l'eau. Et, voulant la rejoindre, il s'est noyé. Donc là, l'objet était confondu avec une illusion perceptive. Alors, est-ce que nous ne sommes pas dans le règne qui est celui de l'omniprésence, de la perception? Nous sommes dans le règne de ce qui est visuel, auditif, les 3 dimensions, les hologrammes, etc. Quelqu'un m'a parlé d'un reportage qu'il avait vu récemment à la télévision où une famille endeuillée par la mort de son enfant de 7 ans qui n'avait pas pu fêter son anniversaire était l'objet d'une... je ne sais pas quoi dire, enfin je vais vous raconter, en disant qu'on lui mettait un appareil de réalité virtuelle où il revoyait son enfant comme s'il était là et comme si, avant son anniversaire, pour pouvoir lui fêter son anniversaire alors que l'enfant était mort. Alors ça, je crois que c'est assez paradigmatique de ce que nous vivons et du primat du perceptif sur ce qui est de la représentation.
Alors, pareil, les échographies de plus en plus précoces. Michel Soulet, déjà il y a 40 ou 50 ans, avait parlé à propos des échographies des interruptions volontaires de fantasmes. C'est-à-dire qu'on voit l'enfant et le fait de le voir empêche d'avoir des fantasmes. Alors, on nous propose maintenant une lecture du visible ou du perceptible comme seule compréhension du psychique. Ainsi, le psychique se lirait. Il serait l'exacte modification du neurologique. En somme, maintenant, nous serions au stade où on pourrait dire « je vois sur votre cerveau, je vois dans les images de votre cerveau, je vois votre angoisse, je vois votre faim, je vois votre amour ». Ce qui renverse la causalité, puisque la vraie causalité, c'est l'angoisse, l'amour ou la faim, ont des traductions sur les images cérébrales. Donc là, je crois que c'est prise à contresens. Alors, donc, les traces sont certes visualisées, mais l'affect est là. Alors, on pourrait aussi se dire que aujourd'hui, Narcisse, devant le spectacle de la nature, sa beauté ou des visions du monde, négligerait le dialogue à l'autre. Il négligerait le partage. Donc il serait tout à fait à l'opposé de ce qui s'est passé dans le texte de Freud qui s'appelle Éphémère, destinée, voilà. Éphémère destinée, où il se promène, il voit un beau paysage, il est avec Rilke et Lou Andréa Salomé, il voit un beau paysage et les uns disent ce qui est éphémère est triste, et les autres disent au contraire, il faut profiter, c'est magnifique. Donc vous voyez que là, c'est le perceptif est au service de l'affect, alors qu'actuellement, ce serait différent, puisque ce qui compte avant tout, ce n'est pas l'émotion esthétique ou la différence ou le dialogue avec le collègue, avec le compagnon avec qui on voit un spectacle, mais ce qui est important, c'est de se faire un selfie, c'est-à-dire de se mirer soi-même dans un instantané, dans une reproduction. Alors, vraisemblablement, nous sommes dans une... Vous allez nous dire si vous êtes d'accord, dans une addiction au perceptif. Et cela implique une chose, c'est que les relations au temps se modifient. Il y a de plus en plus de perceptifs, toujours plus de contenu et toujours plus vite. Ça, je crois que vous en avez parlé dans un de vos livres autres. Il y a en même temps une transmission illimitée de contenu, d'informations, de connaissances. Mais est-ce que cela est au service du savoir, sans S? Du savoir, c'est-à-dire du savoir de la personne et de la connaissance de lui-même, donc du sujet. Alors, Narcisse serait alors le représentant d'une double illusion, celle de l'omniscience et celle de l'omnipotence. Tout de suite, et tout sans limite et sans espace. En somme, nous serions dans un modèle qui serait plus proche de celui de la pornographie que celui de l'érotisme. Alors vous dites, en parlant des adolescents d'aujourd'hui, page 197. Alors, 197. Ainsi en est-il de ces jeunes filles adolescentes qui arrivent aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique. Un collègue écrit, vous le citez, « Elles vivent dans une temporalité faite d'une succession d'instants présents, répétés à l'identique sans discrimination. Leur temporalité apparaît comme l'allongement continu d'un présent sans fin. Elles vivent dans une réalité où la discontinuité et l'asymétrie semblent inconnues, où la perte n'est pas représentée. » On va essayer de reparler de la perte. Et vous associez ça au rite de passage, un peu plus loin. Ainsi, le discours sociétal actuel ne se charge plus de rappeler ce qu'implique la temporalité.
il n'y a plus de rite de passage pour inscrire l'incontournable irréversibilité du temps. Alors, en même temps qu'il y a cette prolifération, il faut, je crois, insister aussi sur le nivellement. Tout est au même niveau, tout est abrasé. Il y a une sorte de déni de la hiérarchisation. Par exemple, je suis très frappé, j'écoute peu la télévision, je vois peu la télévision, mais j'écoute pas mal la radio. Je suis très frappé dans les bulletins d'information de voir que les informations se succèdent, tragiques, gaies, etc. Elles sont débitées sans point. On a l'impression qu'il n'y a pas de césure, il n'y a pas de point, et elles sont sans aucune émotion. Et c'est de temps en temps, je suis de temps en temps choqué, troublé, choqué. Alors, donc parce que tout est stocké dans un espace qui, je crois, échappe à notre maîtrise. C'est-à-dire que la disponibilité illimitée est un acquis, c'est merveilleux, on clique sur machin, on a tous les renseignements qu'on veut, c'est un progrès incontestable, mais en même temps, il nous dépossède de la gestion économique de notre membre interne. Nous voilà alors des dépendants volontaires, ou, comme disait l'autre, à mon insu, de mon plein gré, disait le fameux coureur cycliste qui se droguait. Donc on est dépendant volontaire de repères temporaux-spatiaux qui sont maintenant détenus par un ailleurs. Et l'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est le cloud. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce un vide sans vide? Je ne sais pas très bien. Alors, ça nous amène au vide. Alors, j'ai lu récemment un livre très intéressant d'un auteur espagnol qui s'appelle Manuel Villas. Ce livre s'appelle Ordesa. Donc, il parle de beaucoup de choses, dont son alcoolisme. Et à ce propos, il dit, je le cite, « Boire, c'était la vitesse. Or, la vitesse est l'ennemi du vide. » Fin de citation. Alors, je crois qu'on est dans une civilisation de la vitesse. Et que l'accumulation de stimulation visuelle, de connaissances, etc., ont pour conséquence sans doute de nous confronter à l'impossibilité d'éprouver un vide. Et le vide, j'opposerai le vide au rien. Ce n'est pas du tout la même chose. Le vide a un contour, il a un contenant, alors que le rien. Alors, donc, l'impossibilité d'éprouver un vide ou un manque, alors on aura peut-être l'occasion de discuter de la différence, qui est pas uniquement, alors, parce que le manque, c'est référencé quand même comme proche du mot latin, mancus, qui veut dire manchot, qui est directement de la castration, c'est-à-dire avec un objet. Mais là, c'est plutôt un vide structurant, car il serait porteur de l'altérité de l'autre et une reconnaissance de l'autre. Alors on pourrait lier ça au trou dont vous parlez à la fin de votre livre. Alors, vous reposez bien donc le problème. Je vous recite page 121 du pré ou du post-édipien. Civilisation édipienne d'un côté, post-édipienne de l'autre. Toute la question étant d'ailleurs de savoir si, de ce fait, nous sommes là dans le post-édipien ou si, au contraire, nous en serions revenus au pré-édipien si l'altérité à laquelle il s'agit de faire sa place à partir du 2 peut rejoindre celle qui existe au préalable dans le registre du 3. Alors, à ce propos, je vous rappelle une formule d'un psychanalyste clanien qui a beaucoup travaillé avec nous à Toulouse, qui s'appelait James Gamil. Et il disait, vous savez, la difficulté en psychanalyse et puis la difficulté pour les enfants, c'est très simple. C'est d'accepter que 1 plus 1, ça ne fait pas 2, mais 3. Alors, j'aime beaucoup cette formule.
Et alors, je crois que vous dites un peu pareil quand vous parlez de la triplicité. Hein. Page 219. Alors, on peut alors se représenter assez facilement que c'est à la triplicité de forces à l'encontre de ce travail toujours nécessaire que nous avons aujourd'hui à faire. D'abord, le levier, la loi du père, est obsolète et donc n'est plus opérant. Ensuite, mettre en place la prévalence de l'absence se voit contrée par la prépondérance de l'objet que produit incessamment la société néolibérale de l'hyperconsommation. Quant à la prévalence du, ouvrez les guillemets, un comme tout le monde, fermez les guillemets, elle se voit aussitôt opposer la primauté de l'individu et l'horizontalisme qui s'ensuit et qui discréditera toute légitimité celui qui doit prêter sa chair à occuper la place d'exception. Pardon, qui discrédita de toute légitimité celui qui doit prêter sa chair à occuper la place d'exception. Ce sont donc trois forces éminemment puissantes qui convergent pour objecter à ce que s'inscrive la négativité qui spécifie d'être parlant et qui n'est rien d'autre que le trou que fait le symbolique. Alors, je poursuis pour dire qu'on serait pris dans la société actuelle entre deux modèles d'identification, une qui est édipienne et une qui est narcissique, ou verticale et horizontale. Alors, je vous recite encore page 241. Par ceux qui ne veulent se référer qu'à la seule identification verticale au chef, se condamnent à être progressivement de moins en moins entendus. Mais en même temps, comme psychanalyste, je ne peux pas soutenir non plus que l'identification horizontale à elle seule puisse suffire. Je peux en revanche très bien avancer qu'une identification pas toute verticale devrait pouvoir permettre à une identification pas toute horizontale de prendre le relais dans le trajet institutionnel de chacun sans que celui-ci soit aussitôt frappé de discrédit, d'exclusion ou de volonté de scission. Alors la question que vous posez là est celle du rapport de ces modifications avec la société marchande, ou plutôt avec la marchandisation de la société, qui serait entretenue par la nécessité de la productivité, c'est-à-dire de quelque chose qui est le toujours plus. Or, le toujours plus, c'est virtuel et, à mon avis, destructeur. Vous me direz si vous êtes de cet avis. Et ceci, ça va à l'encontre de la pensée primitive ou dite sauvage, qui, elle, est tournée vers l'utilité immédiate de la science et de ses connaissances, et qui laisserait la place à une pensée entièrement tournée vers la satisfaction des besoins. Donc actuellement, on serait dans une société tournée vers la satisfaction immédiate des besoins, quels qu'ils soient, matériels, sociaux, etc., et surtout de la productivité. Alors, est-ce qu'on ne retrouve pas ici la caractéristique de ce qu'on nomme la postmodernité, qui désigne la dissolution qui est survenue dans les sociétés contemporaines occidentales, donc dissolution de la référence à la raison comme totalité transcendante. De cette fin de la transcendance résulte un rapport au temps centré sur le présent, un mode inédit de la pratique sociale et une fragilisation, bien sûr, des identités collectives et individuelles. En somme, la promotion de l'image, du perceptif, de l'instantané, sous l'égide du narcissisme, se ferait au détriment de la représentation et du délai caractéristique de l'Édipe. La défense contre la perte de l'objet reste prise dans Narcisse au niveau de la perception, de la dépendance à la réalité perceptive de l'objet, donc, dans un régime qui ainsi favorise l'addiction, seul moyen de calmer l'excitation. Alors, peut-être vous diriez jouissance.
Alors que dans l'Édipe, le recours aux représentations, qui sont du domaine préconscient et non pas du domaine perceptif, qui s'instituent au niveau du manque, permettent le délai, l'attente, le détour, et cela par les processus de pensée et de représentation. Le symbolique, donc par les processus de pensée, par le symbolique aussi, qui est le marqueur de possibles retrouvailles avec l'objet qui est investi fantasmatiquement. Bien, peut-être je peux m'arrêter là un moment, si vous voulez commencer à discuter, et puis après je vous dirai le reste. Merci beaucoup pour votre lecture, d'autant plus que vous la reprenez à votre référence à vous, enfin vos références à vous, et je vous en remercie beaucoup parce que je pense qu'effectivement, chacun avec ses références peut très bien trouver une convergence pour essayer de désigner ce qui est en train de se passer. Alors, pour moi, je reprendrai la chose simplement, c'est que effectivement, cette horizontalisation donc, que vous avez rappelé, qui pour moi nous détermine aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'ai appelé notre nouvelle hégémonie culturelle, tout le monde doit être là-dedans, et ça n'est pas quelque chose que je vis négativement en soi. Ce que je vis moins négativement, c'est le fait que l'horizontalisation doit venir à bout de toute verticalité. Ça ne va pas. Non. Mais ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, prenons l'exemple tout bête, l'égalité, l'autorité paternelle, qui s'était finie en 1970, je crois, en France. Je viens d'ailleurs constater, ça c'est amusant, qu'en 2014, on a supprimé du Code civil en France l'expression « un bon père de famille ». Non, ouais, c'est marrant. Donc entre 1970 et 2014, il y a un énorme trajet pour faire sauter ce modèle de fonctionnement patriarcal, religieux, pyramidal, enfin, tout ce que vous voulez. Et je trouve que nous devons et nous pouvons investir là-dedans. Il y a une évolution, là. Il y a une autorité parentale conjointe. Il y a le terme qui remplace en bon père de famille, c'est raisonnablement. Pourquoi pas, au fond, hein, c'est vrai. Après les processus de rationalité, très bien. Mais la difficulté, c'est que dans ce mouvement-là, aujourd'hui, ce qui est très typique pour moi, c'est que tout rappel de l'existence, de la nécessité d'une verticalité, est aussitôt interprété comme un vœu de refuser l'évolution en cours. Or, c'est pas du tout, c'est faux, c'est pas du tout ça. C'est la question, c'est comment allons-nous, parce que si nous supprimons, comme en adhérant au modèle actuel, la dimension de verticalité, effectivement, on va buter sur la suppression de l'altérité, de l'autorité et de l'antériorité, comme le dit sur la loi des 3A. C'est comme ça que j'avais dit ça. Mais vous l'avez rappelé assez bien et même suffisamment sur la question de la temporalité, qui du coup on est dans le présentisme, là, selon l'expression, il n'y a plus que le fait concret. Ça veut aussi qu'il n'y a plus de hiérarchie, plus d'autorité, vous l'avez rappelé aussi. Du coup, les nouvelles sont les unes après les autres. Le match de foot après le coronavirus, là, et juste avant les massacres du Tibet ou de je ne sais pas où, enfin peu importe, tout ça se suit. Hein. Et également la question qui nous intéresse encore plus, je dirais, de l'altérité. Puisqu'au fond, ça laisse penser que c'est ça qui est une sorte de perversion pour moi. Enfin, j'aime pas utiliser le mot-là parce qu'il est difficile, mais je voudrais pourtant y revenir, de pervertissement, en fait, plutôt qui est opéré, parce que la notion d'altérité, elle vient quand même bien faire entendre que et on ne peut pas contourner ça. C'est humainement incontournable. C'est d'abord l'autre qui existe avant soi. C'est l'autre qui existe avant soi. C'est pas possible de penser les choses autrement. Or, aujourd'hui, nous sommes dans la conception d'une vie collective qu'on appelle d'ailleurs vivre ensemble. Autrement dit, nous sommes tous là, chacun, et moi, et moi, et moi, mais nous devons quand même faire des efforts pour accepter l'autre, l'altérité de l'autre. Mais c'est une altérité avec un petit a, hein. C'est une altérité basse, celle-là, parce que c'est une altérité qui est simplement un peu dérangeante. Alors que la véritable altérité, elle est quand même dans le fait de devoir constater qu'il n'y a pas un enfant au monde qui ne parle pas la langue de ses parents. S'il n'y a pas de langue de ses parents, il ne parle pas.
C'est tout simple. Donc c'est crucial. Ce lien aux autres, pour l'être humain, est un trait de structure vraiment fondamental. Or ça, aujourd'hui, on est en train comme de l'oublier, en quelque sorte, de manière paradoxale. C'est comme si tout à coup, grâce à cette horizontalisation qui a pris le dessus désormais, et pas nécessairement négativement, le problème n'est pas là, mais comment ne pas glisser du côté de suppression de l'altérité, ou en tout cas mise à mal de toute altérité, à tel point d'ailleurs, vous l'avez beaucoup évoqué, je crois l'avoir moins fait, mais je vous suis tout à fait, la question du narcissisme comme tel, bien que j'ai aussi l'évoqué, mais même, par exemple, ce qu'on appelle les fameux pervers narcissiques, qui aujourd'hui seraient soi-disant en train de pulluler. Hein. Oui, mais c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose de ça qui surgienne, dans la mesure où ce ne sont pas des pervers narcissiques, pour moi, c'est des pervertis narcissiquement. C'est autre chose. Ils sont induits par le système pour leur dire mais vous pouvez investir votre image, vous pouvez bon, et là bien sûr du coup il y a quelque chose d'une défense presque contre la mise à mal du trait de la condition humaine qui consiste plutôt à devoir repérer que le narcissisme n'est pas qu'inscrit dans l'imaginaire. Il y a des repérages symboliques qui doivent fonctionner. Sinon c'est un narcissisme délétère, effectivement, comme vous l'évoquez. Donc voilà, c'est quelques traits. Je ne peux que vous remercier de le dire à votre façon parce que ça prouve bien qu'à mon avis, avec des outils conceptuels différents, on est quand même en train d'essayer d'attraper la même difficulté qui nous atteint tous et qui atteint notre évolution sociétale d'une façon telle qu'elle met une série de choses en péril, en danger. Et ça, c'est un autre versant que moi je développe, enfin que j'ai vraiment envie de développer, à savoir entre autres que c'est comme si, je dis bien c'est comme si, j'exagère là, je caricature, mais c'est comme si la génération du dessus ne continuait plus à tenir sa place pour donner l'information, entre guillemets, c'est pas une information évidemment, c'est une formation bien sûr, mais ne transmet plus à la génération du dessous ce qui est indispensable et nécessaire. Et ça, je crains même que ça va nous être reproché. Je parle d'une jeune génération, mais c'est la mienne, hein, c'est tous les gens qui sont juste après la guerre. Eh bien, ça risque de nous être reproché par les enfants. Mais vous nous avez abandonnés. Vous nous avez abandonnés à notre sort. Et aujourd'hui, on a, je trouve, dans la clinique, des effets de cela. On a des jeunes qui viennent, ils savent parler, bien sûr, ils sont parlants, évidemment, bien sûr, mais ils n'ont aucune étoffe psychique. Ils sont comme pas orientés, pas inscrits à partir du bon endroit pour pouvoir soutenir une énonciation. Ils ne savent pas. Ils sont dans la reprise des énoncés, des choses qui sont dites autour d'eux. Et quand ils doivent tout à coup arriver à quelque chose où ils doivent s'engager singulièrement, parce qu'il y a des activités humaines qui ne vous laissent pas le choix, il faut s'engager singulièrement, ou bien vous ne savez pas les soutenir. Eh bien, à ce moment-là, c'est comme si c'était en véritable manque d'une boîte à outils que pour pouvoir faire face. Donc, je pense qu'on est vraiment à un moment, c'est important de repérer que malgré notre vœu d'évolution extrêmement heureux et tant mieux si on y arrive, mais nous avons comme minimisé le problème de la transmission. Et nous sommes plutôt en difficulté avec cette partie-là des choses, ce qui ne veut pas dire que d'office tout va aller mal, c'est pas ça, mais peut-être qu'il faut quand même prendre la mesure de cette dimension-là. Je vais essayer de rester sur deux ou trois petits points là-dessus, ce que je vais pouvoir rattraper. D'abord, je voudrais faire une remarque sur la construction du livre. C'est une remarque que tu fais toi-même dans l'avertissement, à savoir que, après tout, il est peut-être un bon reflet du monde actuel. Pas tellement, par son contenu, qui s'efforce d'analyser, mais par la façon dont il est construit. C'est un recueil d'articles qu'on peut lire en commençant n'importe où. Donc on aurait quelque chose qui serait en pleine dans l'horizontalité. Mais ce que tu ne soulignes pas, c'est que c'est quand même, c'est sous un titre, un nom, et cet écart avec un monde sans limite, c'est-à-dire il y a quand même quelque chose en quelque sorte d'une orientation qui est donnée par cet aspect-là. Donc au fond, à ta façon, tu fais un livre qui articule ces deux versants que tu déclines sans arrêt. Bon, c'est vrai que tu poses d'entrée de jeu, tu reposes 25 ans après la question des conditions de l'effacement dans le discours sociétal, ce que tu as rappelé à l'instant et ce que Jacques a rappelé aussi.
de la négativité, inscrite dans la condition de l'être parlant, du fait, tu viens de le rappeler encore, de l'arrêt de la transmission traditionnelle. C'est-à-dire un peu comme... Alors moi, et donc l'idée c'est, est-ce qu'il y a... On ne va pas revenir en arrière, la voix du Père, et l'ouvrage est consacré tout entier, essayer de voir quelles sont les pistes. Chaque article d'ailleurs, quelle que soit la question qu'il envisage, essaye de faire émerger des, je sais pas comment on pourrait dire ça, les petits cailloux du petit poussé, quoi. Et à la fin, on essaye de voir si loin de revenir à la maison, on peut aller au-delà de la maison de l'ogre. Ce serait quelque chose comme ça. Tu fais remarquer d'ailleurs que, au passage, peut-être, je ne sais pas si c'est, il faudra y revenir, mais l'une ou l'autre fois, que les psychanalystes, avec leur souci de la singularité, leur défense de la parole, font partie sans doute de ceux qui ont contribué à promouvoir, mais quand même par le biais d'un biais, l'individualité. Ils ont fourni une théorie de cet individu tout à fait homogène avec ce que promeut un monde dans lequel chacun doit trouver son complément de jouissance. Bon, ça, évidemment, c'est à... Au fond, ils auraient contribué au mal qu'ils dénoncent, quelque chose comme ça. Alors, bon, il n'empêche que, quelles que soient les raisons enfin, que tu as énumérées, moi j'ai été assez saisi par ce propos du chauffeur de taxi qui te reconnaît et qui te demande mais je ne sais pas comment il dit ça. Au fond, qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants, c'est-à-dire pour qu'ils se débrouillent dans ce monde-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit les rendre, est-ce qu'on doit les adapter à ce monde-là, ou est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on doit leur enseigner le vice ou la vertu? C'est sa formule. Est-ce qu'on doit leur enseigner le vice ou la vertu? Bon, faut dire que le capitalisme a réglé ça, puisque je crois que c'est Mandeville dans la fable des abeilles qui dit non, mais il faut faire du vice vertu. Ce qu'on comprend des fois en disant il a les qualités de ses défauts, mais c'est pas ça du tout. Les nouvelles vertus, c'est les vices parce qu'elles poussent à la jouissance, et la jouissance est homogène à l'impératif de consommation, etc. Alors d'ailleurs, voilà, ça suffit de dire ça pour poser, moi, la question que j'ai gardée jusqu'au bout. Tu rappelles à un moment donné que cette phrase de Lacan qui dit « Mais toute formation humaine a pour essence, et non pour accident, ou par essence et non par échange, je ne sais pas comment il dit ça, de réfréner la jouissance. » Bon, ça commence avec la horde primitive, bon, et tu dis, oui, voilà, mais dans un monde sans limite, il n'y a pas de frein à la jouissance. Bon, on le voit bien, on a l'impression que notre monde fabrique des prédateurs, et on fait mine d'être surpris de voir ces prédateurs. Autrefois, ils étaient confinés à la finance et peut-être à la politique, mais on les voit dans l'art, dans la religion, dans le sport, dans l'université, dans la psychanalyse, on ne le dit pas trop, mais il y a eu des listes comme ça et des choses qui ont circulé. Et c'est-à-dire, on voit ces prédateurs partout, mais y compris dans les domaines qui étaient traditionnellement ceux de la sublimation, ceux du traitement de cette jouissance, je ne sais pas comment il faudrait dire, pour mettre la perversion au bon endroit. Bon, parce que avec le pervertissement, on perd ce que Freud reconnaissait à la perversion. À la fois, c'était quand même un pouce au renouvellement du lien social. Il dit ça dans un article qui s'appelle « Névrose et psychose ». Il dit, mais des conflits entre le moi et le ça, entre le moi et la réalité,
entre le surmoi et le moi, mais tout le monde les a, ces conflits. Donc, ça, quand on fait d'un type de conflit la modalité de la psychose, de l'autre la modalité de la psychonévrose narcissique, plutôt il dit, de l'autre de la névrose, je crois qu'il le dit à peu près comme ça, est-ce qu'on a fait beaucoup plus que trouver des catégories verbales, quoi. C'est pas ça le problème. Le problème, on ferait mieux de s'intéresser à ce qui fait que tout le monde ne tombe pas malade. Et là, il dit, on devrait regarder du côté de ces sujets qui arrivent à tordre la réalité, et il évoque la question de la perversion, en faisant presque un modèle d'une certaine façon de faire avec le réel que le sujet n'arrive pas à traiter. Et c'est une chose que Lacan reprend, je ne sais plus dans quel séminaire, où il dit, mais la société, elle refoule, donc ça fait elle pousse à la névrose, mais le névrosé, lui, il n'est pas tout sublimé, il va fabriquer la culture, et la culture, ça consiste à trouver une nouvelle voie vers la jouissance, et c'est ça qu'il appelle perversion. Mais cette perversion, elle oblige la société à se renouveler, donc elle va pousser au refoulement, mais ça, c'était l'ancien schéma. Il y avait moyen de mettre des freins à la jouissance. Si on dit qu'il n'y a plus de frein, voilà la question. Mais comment on peut en mettre un frein à la jouissance? Parce que est-ce qu'on va aller vers l'autoritarisme politique? Mais on sait très bien que non, ça met pas. Enfin, ce qui est en train de se développer, hein, qui arrive dans un certain nombre de pays. Et alors, voilà, moi, toutes les questions que je peux avoir, elles se résumeraient à ça. Même quand tu reprends la question de l'altérité, sous ce mode-là, hein, quand un enfant arrive, s'il n'y a pas d'autre pour l'accueillir, il faut dire que l'enfant se présente lui aussi comme une altérité. C'est-à-dire comme un réel qui n'a pas de sens, qu'on ne comprend pas, il faut l'adopter. C'est-à-dire ça, c'est le travail, on pourrait dire, des parents. Un des moyens de l'adoption, c'est quand même de le supposer sujet, de lui parler. Bon, ils vont le faire. Mais ce n'est pas une condition suffisante pour que l'enfant s'en empare. Sinon, la suggestion réglerait tous nos problèmes. Donc je trouve que c'est ça l'impossible d'ailleurs de la transmission, qu'on retrouve dans l'impossible de la psychanalyse, comme disait Freud, l'impossible de la politique, c'est que quand même, si le sujet est responsable de sa position, s'il est finalement indétermination, non pas qu'il n'a pas de détermination, mais elle ne lui dicte pas ce qu'il doit faire de ses déterminations. Ça, je trouve que c'est notre gros problème. Et toutes tes contributions, elles viennent en quelque sorte border, dans la façon dont je l'ai lu, cette difficulté réelle, mais avec cet aspect que... Alors la seule chose que je me console par la phrase que tu as dit tout à l'heure, quand tu dis « ils nous reprocheront de ne pas leur avoir transmis ». Mais s'ils nous disent « vous ne nous avez pas transmis », c'est que quelque chose leur aura été transmis. Moi je me rappelle, je vais vous dire une anecdote pour travailler. Je me rappelle avoir dit à mon père, j'avais 18 ans, « Putain, ton monde de pourri que tu nous laisses ». Bon, je vous passe les détails de la séquence. Le repas familial n'a pas été facile. Qu'est-ce qui rigolerait aujourd'hui, quoi? Donc j'attends que mes gosses arrivent. Ah oui. Bon, après j'ai plein de questions. Oui, mais... Ah, je voulais juste une dernière remarque, parce que Manzoni, la couverture du bouquin, c'est les boîtes de merde de Manzoni, dont tu fais une sorte de paradigme d'une certaine dévalorisation de l'art et de marchandisation de la merde. Bon. Mais Manzoni, il a fait une œuvre, moi, qui est conceptuelle, où en même temps, j'ai l'impression qu'il tient compte de ta critique. Il a fait des cubes, je crois que c'est des cubes de métal. Alors, je ne sais pas exactement la légende. Il a écrit dessus hommage à Galilée, mais il a écrit ça à l'envers. À l'envers. C'est-à-dire qu'on est devant le socle posé par terre, mais si on veut lire la légende, il faut se renverser complètement.
et l'œuvre s'appelle Socle de la Terre. Si on se renverse, c'est la Terre qui est posée dessus. Et je trouve que dans cet artifice, il y a quand même une sorte de métaphore du renversement auquel nous avions. C'était pour le sauver un peu. Ce qu'on m'a dit, c'est que moi, je l'avais donné une seule boîte et mon éditeur a trouvé qu'il fallait 6 boîtes et quelqu'un m'a dit c'est quand même une pyramide qui revient. Ouais, c'est la pyramide, mais c'est une tour de Babel parce qu'elle est écrite en anglais, en français, en italien et en allemand. Donc voilà. Donc c'est polyglotte, les merdes. Comment reprendre ça? Ce que j'aimerais quand même essayer simplement de dire, c'est qu'au fond, on a évoqué tout à l'heure la polémique qu'il y avait eu autour d'un monde sans limite. Alors, c'est assez clair parce qu'à l'époque, pour moi, c'était la lecture que j'avais faite de ce que la fin, déjà amorcée sérieusement, du repérage paternel, venait du coup enlever comme la boussole, si on veut, de comment le monde avait fonctionné. Et on me l'a reproché parce que certains collègues ont estimé que je défendais le patriarcat ou j'étais donc voilà, c'est carrément, enfin on ne s'est pas gêné, comme d'habitude dans nos milieux. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est vrai d'ailleurs qu'au début, dans le premier livre, d'ailleurs dans la collection qui est dans la collection poche qui est chez RS, maintenant c'est publié avec un extrait d'un autre livre, parce que j'ai essayé de reprendre ça, qu'il n'y avait pas de confusion, que j'avais faite moi, si vous voulez, par absence de discernement. À l'époque, on essayait de repérer quoi? Qu'il y avait un discernement à faire entre fonction patriarcale et fonction paternelle, que ce n'était pas du tout la même chose. Bon. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore ce débat qui est en cours, parce que dès qu'on reparle de fonction paternelle, c'est comme si on défendait quelque chose qui est périmé aujourd'hui. Bon, tout à l'heure, vous avez très subtilement fait déjà de la distinction entre le père et puis le substitut. Donc la question n'est pas du tout de défendre les pères dans notre position. La question est de défendre la fonction, et c'est pour ça que même je trouve qu'il faudrait aller plus loin maintenant, parce que je trouve que les collègues lacaniens ont souvent d'ailleurs mélangé nom du père et loi du père, ce qui pour moi au fond n'est pas du tout la même chose. Le nom du père, c'est une inscription chez le sujet, tandis que la loi du père, c'est vraiment la chose très concrète, très bête, qui était le fait que dans chaque famille, il y avait quelqu'un, le père en l'occurrence, qui avait la charge d'exiger, de contraindre à ce qui est, par exemple, la contenance pulsionnelle, de telle sorte que l'enfant soit capable, une fois qu'il serait plus grand, de pouvoir prendre une place nécessaire au fonctionnement de la société selon ses propres capacités, singularités, etc. Ce n'est que ça. Et c'est comme ça que nous avons, malheureusement, vu de l'extérieur, des gens qui, dans les années juste avant la Première Guerre mondiale, ont été à la guerre avec la fleur au fusil, comme on disait, hein, simplement parce que ça faisait partie de la donne. Alors aujourd'hui, vous imaginez bien, si vous proposez d'aller à la guerre, qui est-ce qui va encore accepter d'y aller? Ça ne fait plus du tout partie de la donne. Et la question n'est pas du tout qu'il faille rester dans cet esprit-là. La question est que je crois on ne peut pas faire disparaître la polarité de contrainte. Elle existe dans l'être humain. Il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Or, je trouve qu'aujourd'hui, la façon dont, par exemple, on préconise l'amour de l'enfant, disparition de tout ce qui est contrainte, on n'en parle pas, c'est considéré comme très négatif, comme quelque chose qui n'est pas du tout... mais laisse en panne toute cette dimension-là. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, il faut savoir que ça a des conséquences. Ça a des conséquences, par exemple, je pense alors on retrouve d'autres choses, comme le fait de ce que... On est quand même dans l'inédit. Il y a à peine 50 ans qu'il est aujourd'hui possible de produire un être humain sans en passer par la relation sexuelle. C'est une conséquence pour moi
extrêmement importante. On ne se rend pas compte. Ça ne va pas que toucher ceux qui ont des modalités de ce... Non, non, non. Ça va toucher tout le monde. Parce que ça veut dire qu'on n'est plus dans le même rapport à l'enfant. L'enfant n'est plus né d'office de deux êtres différents qu'ils vont rencontrer. Ils sont... Et d'ailleurs, ça a des conséquences, par exemple, sur les séparations. Les arrachements des enfants lors des séparations. Que tous les avocats disent aujourd'hui sont bien embêtés avec la violence avec laquelle souvent ça se produit. Donc on a toute une série de conséquences liées à un changement comme ça des perspectives. Et c'est ça que je trouve que nous devons travailler, que nous devons mettre au travail, comme on le rappelle, et pas du tout se contenter de dire il ne faut plus le père ou il faut le père. C'est pas ça la question. La question, c'est ce travail culturel qui désormais est pris autrement, de la culture, au sens de la culture, aujourd'hui n'a pas les mêmes fonctions, n'a plus la même distribution qu'auparavant, puisqu'auparavant il était en fin de compte pas mal fait entre fonction maternelle de la présence, fonction paternelle l'absence, en gros pour aller vite. Eh bien aujourd'hui c'est chacun des parents qui doit prendre ça sur lui. Encore faut-il qu'on ne se laisse pas attrapé par le fait de tout rendre positif et d'éviter toute contrainte ou toute modalité d'exigence qui est toujours là, et qui reste vraie et qui exige un renoncement. Parce que s'il n'y a pas de possibilité d'avoir une singularité, s'il n'y a pas en même temps renoncement à quelque chose du collectif, c'est ça le principe. Et celui-là, il était indéracinable, il est irréductible, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un peu là-dessus que je voulais reprendre les choses. Mais je vais peut-être vous demander, vous laisser continuer si vous le souhaitez. Là. Oui, je ne sais pas si je vais... Alors, d'abord, quand vous... Pour dire quelque chose de tout à fait pratique et qui va dans votre sens, quand vous dites que les parents sont déboussolés, ils ne savent pas quoi. Ben, par exemple, la notion de parentalité a été inventée il y a quelques dizaines d'années, et c'est bien pour une raison. Et c'est bien pour une raison qui est le fait que, je ne sais pas comment on pourrait le dire, que les parents ont besoin d'une aide dans quelque chose qui était intime et je dirais quasi inné. Ça allait de soi. Or, maintenant, quelque chose qui est un progrès, parce qu'on est bien d'accord là-dessus, ne va plus de soi. Mais par contre, le fait qu'il y ait une limite, ça, c'est indispensable. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit. Par exemple, je me demandais quelle était la relation de tout ceci avec quand même des choses qui caractérisent notre société, qui sont l'augmentation du communautarisme, par exemple, qui peut devenir extrêmement violent, c'est-à-dire le regroupement identitaire autour d'un certain nombre de croyances. La deuxième chose, c'est par exemple les intégrismes. C'est pas la même chose. Les intégrismes religieux ou de tout poil, alors il y en a toujours eu, mais quand même, c'est pas les mêmes. Il y a un retour. Et je crois que dans ce retour, moi, ce que je ressens, c'est celui d'une tendance à un retour strict à l'identique. Et l'identique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Bon, alors on pourrait discuter sur la différence entre l'identique et le même. En tout cas, rien ne change, rien ne doit changer pour se préserver d'un danger. Alors ça existe depuis longtemps. Alors, est-ça que ça a à voir avec la crainte, encore une fois, de l'exogamie? Parce que vous en parlez beaucoup. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est ça le tiers. C'est ça le tiers. Alors, vous venez d'en parler par rapport à la fonction paternelle, mais c'est ça le tiers. C'est l'autre. C'est la place laissée à l'autre. C'est la place laissée à l'autre. J'ai trouvé là quelque chose qu'avait dit Delphine Orviller, qui est rabbin, cette femme rabbin célèbre. Alors, elle a dit quelque chose. Il faut que je retrouve mon papier pour pas faire d'erreur. Voilà. Il y a dans la mystique
dans la mystique juive quelque chose qui s'appelle le tzimtzum. Je vous le dis, lors de la création du monde, Dieu se serait contracté, limité, pour faire de la place à l'homme. Faire de la place en soi pour l'autre, c'est cela dont on a besoin aujourd'hui. Je crois qu'on va être assez d'accord. Et à propos aussi de l'identique ou de l'intégrisme, ça dépend de la lecture. Il y a un syndrome qui s'appelle qui est dit le syndrome de la pomme. Dans la lecture de la Torah, la traduction de la Torah, c'était le fruit défendu ou un fruit inconnu, mystérieux. Or, les premiers traducteurs, les Grecs et les Romains, là, ils ont mis la pomme. Et depuis, c'est la pomme. Mais la pomme, c'est très, très réducteur par rapport au fruit défendu. Vous vous rendez compte ? Il y a tout l'espace de la représentation entre l'un et l'autre. Voilà. Alors, mais il y a deux livres. Et dans un, c'est pas l'arbre de la connaissance Oui, c'est aussi l'arbre de la connaissance. Oui, c'est l'arbre de la connaissance. C'est le fruit défendu, bien sûr. Bon. Alors en plus, il y avait pas de pommes dans ces régions. Bon, on est donc sûr. Alors, c'était peut-être la grenade. Bon, symbole. Bon. Alors, oui. Alors par rapport à ça et par rapport aussi à ce qui se passe, par rapport aux problématiques de genre. Alors je veux pas du tout parler ici de l'homosexualité ou des bisexualités, etc. Mais de ces personnes et maintenant beaucoup d'adolescents qui veulent changer de genre avec des choses extraordinaires. Il y a une consultation spécialisée à l'hôpital pour les ados qui veulent changer de genre. Et il y a même des demandes d'adolescents garçons, par exemple, qui font appel aux banques de sperme pour garder leur sperme. Parce qu'ils veulent changer de genre, mais au cas où, on ne sait jamais. Donc voilà à quoi se trouvent confrontés des médecins. Alors ça, je crois que... Ils essayent de répondre à ça. J'étais à une journée il y a un mois. Ah, ils essaient de répondre à ça, oui. C'est extraordinaire. Toute une journée sur les transgenres et la procréation. Alors, c'est assez surprenant parce que j'ai constaté qu'il y avait là une série de collègues médecins, biologistes de haut niveau, évidemment, inutile de vous le dire, qui n'ont... La question de la pertinence de ça n'est pas posée. Je pose pas, tout à fait. N'est plus posée. On est au niveau de la compétence technique la plus élaborée pour arriver à répondre à cette demande. Alors, c'est très embêtant parce qu'en plus de ça, vous avez dans la salle, il y avait des transgenres, très, très vigilants à ce que vous alliez dire. Je me demande comment j'allais en sortir, parce que je devais intervenir, pour ne pas être tout de suite... Or, c'est très embarrassant parce que c'est vraiment l'émanation de cette tolérance et voire même de cette promotion de l'individualisme qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à pouvoir penser qu'on peut décider de son sexe. En tout cas de son genre. Pas de son sexe, de son genre. Bon. Pourquoi pas ? Mais en même temps, la question va quand même se poser de savoir comment on va faire avec le sexe que l'on a, qui lui ne changera pas. Même si on veut le changer encore, mais ça ne changera pas. De toute façon, on ne changera pas la carte génétique de quelqu'un. Donc ça reste... C'est très, très compliqué. Et on voit bien qu'en même temps, pour ne pas avoir à se poser le problème, vraiment, avec toutes les... On avance. Et donc, on se met à essayer de répondre le mieux possible, avec maintenant des choses qui se passent. Là-dessus, vraiment, je suis un peu dépassé. J'avoue que ça, on ne peut pas l'encaisser en quelque sorte, de parents qui le font pour répondre à la demande d'enfants en dessous de 12 ans. Oui. Et que c'est ratifié par certains médecins disant que si on attend, si on le fait avant l'adolescence, vous avez un avantage considérable puisque vous êtes avant l'imprégnation hormonale. J'avoue que là, j'ai un peu difficile à... Je crois que je suis assez tolérant et assez ouvert à plein de choses, mais là, j'ai quelques complications. Oui, la difficulté. Là. Je suis d'accord avec vous. La difficulté, me semble-t-il, vient du fait que ce qui est maintenant investi, à notre sens psychanalytique, ce qui est investi, c'est la capacité médicale de résoudre
un quelconque problème, de transformer, par exemple. De la même façon que dans les procréations médicales assistées, etc., on en arrive. Alors, c'est là que dans votre livre, il y a une petite ambiguïté. Tout à l'heure aussi, je suis sûr que on pourrait faire un enfant seul. C'est pas possible. Je regrette. Même pour les techniques médicales, il y a toujours une intervention génétique d'un autre. Mais c'est la reconnaissance de cet autre qui est importante. C'est sa représentation aussi. Et sa représentation. Et bien sûr, c'est-à-dire avoir des fantasmes concernant l'autre. Alors, tout à l'heure, je vous disais en aparté, je crois que c'est à vous que j'ai un souvenir comme ça, d'une période où j'étais jeune psychiatre et je travaillais dans une institution. J'étais dans ma période pré-psychanalytique. Et je reçois une mère et son gamin qui avait 5-6 ans. Et le gamin était affublé d'un t-shirt, je vais vous dire de ce dont je me souviens, d'un t-shirt blanc avec un énorme point d'interrogation dessus. Alors ça m'avait déjà mis mal à l'aise. Et la mère était un cadre supérieur d'une grande industrie, une femme, c'était dans la période post-68, et donc elle me raconte que l'enfant va mal, etc. Je passe les détails, il avait une psychose autistique sans problème, et au bout d'un moment, mais bien timidement, j'ose dire le père, etc. Et à ce moment-là, je reçois une volée de bois vert. Mais comment le père? Mais ça n'existe pas, c'est rien du tout. Voilà, bon, l'enfant était, c'est la forclusion du nom du père, ça c'est du... Bon, donc le tiers avait été, alors non, c'est une anecdote, mais le tiers avait été forclos. C'est un déni de l'altérité. Et dans la difficulté de ces histoires de transgenre, c'est la problématique, à mon avis, de la bisexualité psychique qui est en jeu. Bon, c'est toute la difficulté de savoir si elle peut continuer à être en place ou non. Et ça, je le sais pas du tout. Hein, je n'en ai absolument aucune idée. Oui, et puis c'est délégué, c'est quand même beaucoup délégué ouvrez les guillemets, au progrès médical. Hein. Mais je pense une entité, l'identité progrès comme ça, c'est pas le progrès, on est tous pour, hein, mais le progrès médical pour le progrès médical, c'est destructeur. Hein. Bon. Je partage en même temps le constat, la logique qui se dessine là dans nos échanges, et en même temps, j'attrape les choses peut-être un peu différemment, je ne sais pas. Alors je reviens en arrière sur des choses qui ont été dites. C'est que la psychanalyse, elle naît quand même à un moment historique précis. Elle ne pouvait pas naître avant. Il a fallu des tas de conditions. Mais entre autres conditions, l'avènement de la science moderne. Parce qu'avec la science moderne, ce qui naît, c'est le sujet de la raison. J'y pensais quand vous avez fait remarquer qu'on a remplacé le bon père de famille, ou c'est toi qui l'as dit, par raisonnable. Mais ce qu'on appelle le sujet de la raison, c'est le sujet qui exige un ordre, une logique, mais c'est le sujet qui l'exige. C'est le sujet de la raison. Ce que la modernité fait, c'est de confisquer la raison au sujet et de lui substituer le calcul. Le calcul, l'algorithme, la logique formelle même, encore que là c'est plus subtil, tendanciellement, elle rejette ce sujet, qui sera récupéré par la psychanalyse. Hein. La psychanalyse va accueillir ce que la science ne peut pas traiter comme tel. Et bon, ça c'est un élément. Le deuxième élément, on le trouve aussi, ça va avoir la modalité discursive, on pourrait dire, ou la structure du lien social moderne. Bon, ça a des impacts sur la façon dont nous pensons. Et ce que vous avez noté de la montée du communautarisme, que moi je trouve très intéressant, c'est que ces communautés ne sont pas des communautés. Ça n'a rien à faire avec une... Dans une communauté, il y a... D'ailleurs, l'étymologie de communauté, c'est pas cum unus, où on met
que des semblables, que des mêmes. C'est un mixte de vertical parce que c'est un, mais en fait c'est une pluralité, c'est un tas de sable. C'est-à-dire on fait des communautés parce qu'on a une caractéristique commune. On est transgenre, polyamour, on est je sais pas quoi, sexless, on est gay, lesbienne, hétéro, pourquoi pas. Enfin, on fait ça. Mais cum munus, l'étymologie, munus, c'était le rôle propre à chacun. C'est-à-dire que la communauté, elle est faite de la mise en commun des différences, ce que vous disiez au début. Alors là, on a un dérapage, je trouve, une espèce de glissement et d'interprétation de vers quoi pousse la modernité qui est assez fort. Alors après, moi, c'est sur la question de... Tu insistes beaucoup sur le rôle du père et les représentations. Mais en fait, il suffit de parler pour que la jouissance soit interdite. Même s'il n'y a personne, si tu parles... Parler n'est pas capable d'attraper le réel des choses dont on parle. Il n'y a rien à faire. Alors, c'est sûr que les sujets, ils ont inventé un truc pour penser ça. Je veux dire, d'abord, il faut s'y inscrire dans l'ordre langagier. Il faut rentrer dans ce qu'on appelle l'ordre symbolique. Là, l'ancienne façon d'y rentrer, c'était quand même d'y rentrer par la généalogie. C'est-à-dire que le père a une fonction d'inscription. Et ça, c'est sa face symbolique. Après, il a une face concrète pour organiser la vie de la famille, etc., dans lequel comment on pourrait dire, les interdits de la jouissance prennent des figures concrètes. Ça varie avec toutes les sociétés, ça peut être absolument différent. La question n'est pas qu'il y ait une façon juste de dire l'interdit de la jouissance, c'est qu'il en faut un. Je crois que les pharaons... Par exemple, la prohibition de l'inceste chez les pharaons, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de coucher avec la sœur jumelle. Bon, il ne devait pas y en avoir une tous les jours. Et je crois que dans la Rome décadente, l'interdit de l'inceste, c'était avec la tante. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait au bon Dieu. Mais il en faut un. À partir de là, les structures, on peut les recomposer, je veux dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, le problème, c'est qu'il me semble qu'avec la logique actuelle, on est dans un monde qui a d'abord empêché que le sujet puisse symboliser cette perte de jouissance. Alors, bon, c'est une thèse que Lacan avance. Lui, de son côté, il considère que la psychanalyse, elle est le retour dans le réel de notre monde, de tout ce que la science et cette logique ne veut pas, forclos, rejette. Donc elle est le retour de ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous constituer comme sujet. Mais j'ai l'impression qu'on est dans un moment où ces solutions que la psychanalyse traditionnellement avait en quelque sorte repérées sont rejetées au carré. Je veux dire, aujourd'hui, d'abord, il n'y a qu'à voir les attaques même contre la psychanalyse, les pétitions qui sont sorties dans le Nouvel Obs, enfin, tous ces trucs auxquels les psychanalystes, je trouve, répondent. Enfin, moi, je veux dire ça tout à fait modestement, mais de façon assez conne. Je ne sais pas si c'est sur le versant idéologique qu'on fera la preuve de la pertinence de nos pratiques. Mais ça pose pour moi une question de fond, qui est, si la psychanalyse est bien le retour dans le réel de ce que la science d'abord, avec le sujet, et le discours capitaliste, avec son impératif de jouissance qui dénie la castration, si elle récupère tout ce qui est rejeté par là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait retour dont la psychanalyse a à s'occuper? Donc il est possible en effet que ça soit cette question du père, qui revienne d'une façon inédite, parce qu'elle est touchée en quelque sorte au carré. Après, sur la question de la montée des genres, la diversité des genres, mais Freud savait bien que l'anatomie ne dictait pas au sujet sa position d'homme ou de femme. D'ailleurs, son article sur la différence anatomique des sexes, c'est de quelques conséquences psychiques, je crois, de la différence entre les sexes. Mais il ne dit pas d'avoir un pénis ou d'avoir un vagin. C'est la différence
qui servait à penser l'impossibilité d'appartenir, de disposer de ces deux anatomies, mais c'est surtout de pouvoir se positionner à la fois côté homme et côté femme. Mais se positionner côté homme et côté femme n'obéissait pas à l'anatomie. Simplement, on se positionnait par rapport à la castration, comme il disait. Ce qui veut dire que si on enlève la castration, mais il y a autant de rapports à la jouissance que d'individus. Donc ces listes qu'on a, d'ailleurs elles sont infinies, je ne sais pas si d'homosexuels si on veut, mais après vous avez lesbienne gay, lesbienne butch, mais je suis sûr qu'on verra des trucs transgenres, et en plus sur des principes absolument communautaires, puisqu'on ne peut plus soutenir sa propre identité par rapport à sa position, par rapport à la jouissance. On essaye de faire des communautés d'eux-mêmes, mais à l'intérieur de ces communautés, la question de ce qu'on est va se reposer et on peut prévoir une pluralisation des positions sexuelles à l'infini. Je me rappelle avoir vu un colloque organisé par des féministes, et ça m'intéressait, c'était aux États-Unis, mais c'était réservé aux vraies femmes. Bon, il était dire que je ne pouvais pas rentrer, mais ça voulait dire que les transgenres, les travestis ne pouvaient pas y avoir accès. On est dans un système d'effacement des repères, mais qui montre que ce qui est rejeté, ça revient sous cette forme d'une pluralisation infinie. Mais je voudrais quand même revenir un moment sur ce que tu as dit à propos de la jouissance est interdite à qui parle comme tel. Hein, une phrase de Lacan, d'ailleurs, je crois, à peu près qui dit ça. Hein. Ça me semble à la fois tout à fait pertinent, je ne conteste pas ça, mais en même temps, je trouve que ce que vous avez rappelé tout à l'heure à propos de la parentalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette évidence de transmettre ce qu'était la condition humaine à la génération d'après, elle existe depuis des lustres, et que tout à coup, depuis 30-40 ans, il faut faire des formations à la parentégalité, j'ai envie de dire. On peut jouer un peu là-dessus sur les mots. Donc, c'est vraiment quand même il y a bien quelque chose qui est atteint dans notre façon de nous construire aujourd'hui, sociétalement, pour que nous devions remettre au programme quelque chose qui consiste à faire quoi ? Pas à dire ce que tu dis du langage, parce que c'est vrai, on le sait, mais il faut toujours le rencontrer à travers quelqu'un. Ça reste vrai, ça reste incontournable pour moi. C'est ça, c'est qu'il faut le rencontrer à travers quelqu'un. Alors, ça ne va pas être le père, évidemment, mais il y a quelqu'un qui doit assumer ça pour un autre, pour celui de la génération d'après. Ça peut être l'enseignant, d'ailleurs, ça peut être beaucoup de choses, mais évidemment, ça doit se faire suffisamment tôt que pour qu'il le rencontre. Et c'est le mélange des deux, là où on est en difficulté aujourd'hui. C'est que avant, on dirait que ça allait de soi de devoir faire ça, parce qu'on le savait, même si on ne savait pas que ça s'appelait la jouissance est interdite à qui parle comme tel. On ne le disait pas comme ça, mais c'était quelque chose qui se transmettait. Mais il me semble que... Non, je suis d'accord, mais il me semble que cette phrase n'opère que si les dimensions, on pourrait dire, du symbolique, de l'imaginaire, c'est-à-dire l'imaginaire, c'est la réalité, c'est de ceux de ceux qui portent cette parole, et que cette dimension de réel de la jouissance soit nouée dans ce fait-là. Or, je crois que l'exploit que réussit la logique des discours dans lequel on est pris, c'est de dénouer les choses. On a d'un côté, on ne peut pas dire que ce n'est pas du symbolique, le numérique, tout ça. Mais c'est un numérique sans trou, qui ne se parle pas, qui prétend être la chose même qu'il saisit, etc. On a vraiment un accident des dimensions dont le sujet est constitué. Enfin, bon, là, chacun le dira dans sa problématique, mais... Non, donc je souscris... Oui, moi aussi, je suis
Hein, je crois qu'on peut être d'accord. Là, là peut-être par rapport, je ne sais pas combien de temps on a encore. Ah bon, c'est fini. On est pris à 8 heures de même matin. On est pris à 10 minutes. D'accord, non mais simplement, alors je reviendrai simplement sur une chose. Bon, alors d'abord qu'il faille, d'une manière ou d'une autre, un principe séparateur, appelons-le comme on veut, me semble capital. Sinon, on est dans ce que vous appelez l'incestuel, que moi j'appellerais pas incestuel parce que j'aurais d'autres références, mais peu importe. Hein. Ça serait sur une confusion de toute puissance, hein, avec un objet primaire. Bon. Donc ça, c'est la première. Et alors, par rapport à ça, moi, je me disais que on était une société, et par rapport au désarroi parental, une société où des parents qui ne savaient plus dire non. N-O-N. Voilà. Alors, ça on le trouve. Alors, on voit des enfants. L'autre jour, j'étais d'un jardin d'enfants, et il y a une mère qui veut sortir son enfant du jardin d'enfants parce qu'il était 5h30, etc. Il ne voulait pas, donc elle le prend dans les bras, et il se met à la frapper. Il la frappe. Un enfant de 3 ans, il la frappe, et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas lui dire non. Elle ne sait pas. Deuxième chose, peut-être, je vous raconte une courte comme ça, observation clinique d'une de nos jeunes collègues qui est très ennuyée parce qu'il y a un enfant qui ne vient pas aux séances. Alors, elle demande aux parents, les parents sont séparés, mais peu importe, et ils disent, mais c'est parce que l'enfant dit non. Et nous, on ne sait pas quoi dire. Donc c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est terrible. Et on n'est pas étonné qu'il soit rebelle à l'école, instable, qui refuse les connaissances. Et, bon, je crois que vous voulez parler, allez-y. Non. Bon, on peut renchérir de mille et une façons sur ce que vous dites là, et qui est pour moi un très fondamental. C'est que, la légitimité pour dire non, les gens ne savent plus où elle est. Elle n'est plus représentée sociétalement non plus, puisque ça rejoint au contraire cette proposition d'aimer l'enfant, etc. Deuxièmement, on ne voit pas assez la conséquence de ce que c'est d'attribuer autant de valeur, en toute bonne cause évidemment, à la singularité de l'enfant, sauf que ça lui donne à penser, au fond, on le laisse croire qu'il est auto-entrepreneur de lui-même, hein, mine de rien. Il est en train de jouer, il entre dans la mécanique néolibérale en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que vraiment, autonome, bien sûr qu'il faut qu'il le devienne, ça c'est sûr, et c'est un travail, mais il n'est pas autonome d'emblée. Or là-dessus, aujourd'hui, ça glisse. On voudrait qu'il soit autonome d'emblée, de telle sorte qu'on n'ait pas à devoir, nous, génération du dessus, travailler le non, ou se légitimer de venir contrer quelque chose qui est nécessaire pour lui. C'est vraiment indispensable. Et tout le monde connaît bien ces enfants très, très angoissés qui courent partout. Et puis, s'ils ont la chance de rencontrer quelqu'un qui leur met des limites, ça se calme, justement. L'angoisse disparaît, pas disparaît, mais l'angoisse s'atténue et on peut envisager d'autres choses. Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui se généralise aujourd'hui. On est vraiment en difficulté avec ça. C'est ces petits faits cliniques que j'essaye personnellement de rendre compte par mon livre, parce ils sont très nombreux. On renvoie par exemple à quelque chose qui est aujourd'hui très connu en pédopsychiatrie, c'est les consultations pour les enfants qui, justement, de 3 ans, ne se laissent montent au ciel, quoi, grimpent sur les parents, enfin bon, et n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, alors que la conclusion habituelle de ce type de colère, tout le monde la connaît ici, tout le monde l'a pratiquée avec un enfant, pour savoir que, écoute, tu peux danser sur ta tête, hein. De toute façon, c'est comme ça. Il faudra bien que tu acceptes de renoncer à quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, c'est comme si, dans le discours sociétal, non, ça ne passe plus. C'est pas ça qui est prévu. Et ça a toute une série de conséquences. Mais pour lesquelles, Jean-Pierre, je vais oser une question iconoclaste, je ne sais pas. Si ce gamin qui boxe sa mère devient le paradigme de l'individu néolibéral et qu'il survit, malgré tout, quelque chose du processus d'humanisation aura continué. Moi, ce que je crains,
c'est que ça crée plutôt une modalité d'individu qui ne pourra pas survivre dans le social. On a devant nous des pathologies bien plus graves. Parce que sinon, on n'a pas la même conception du mot survivre. Oui. Survivre, pour moi, c'est pas vivre. Hein. Ah non, donc, non, mais il va peut-être survivre, s'il mais survit, il va pas il vivre. vit pas. S'il survit, il vit pas. Non, non. Moi, bon. S'il survit, c'est déjà bordélique. Hein. Oui. Non, dans le même. Hein. Oui. Bon, on a à peu près. Alors, on n'arrivera pas à se disputer. Alors. On peut aller camper ensemble. Hein. Oui. D'accord. Bon, il faut garder. On dit quand même trois mots de la fin de votre livre sur la psychiatrie et l'avenir de la psychiatrie. On ne peut pas se quitter sans dire ça. Hein, je vous lis, vous êtes d'accord ? À moins que vous vouliez le lire. S'ensuit alors un ensemble de symptômes du nouveau malaise, mais qui ne seront perçus que comme des troubles du comportement que la panoplie pharmacologique devrait pouvoir aussitôt résorber. C'est à cet endroit précis que la psychiatrie est aujourd'hui contrainte de n'être plus que gestion de la santé mentale. C'est superbe. Oui. Magnifique. Voilà. C'est la fin. Vous savez, quand on écrit un livre, souvent, il en sort une question. Alors, je me suis demandé, moi... Non, c'est le prochain livre. Non, je ne sais pas, on verra. mais c'est vraiment la question pour moi, c'est qu'est-ce que va devenir la psychiatrie dans notre monde ? Est-ce qu'elle ne va pas devenir exactement ce que l'on a connu il y a une 50aine d'années à propos en Union soviétique, où les psychiatres servaient à désigner ceux des maladies mentales, ceux qui n'entraient pas dans le système. Eh bien, je trouve qu'on est en train de glisser vers là. Si on ne fait pas attention, la psychiatrie va devenir celle qui met des noms et des étiquettes pour ceux qui sont encore rebelles ou n'arrivent pas à intégrer tout à fait dans le système. Et parce que l'aliénation sociétale que je crois qui se prépare est une aliénation sans précédent dans l'histoire. Il me semble toujours que la grande différence avec l'aliénation de type, par exemple, nazi, c'est que c'était une aliénation dite comme telle. Ici, on ne dit pas qu'il y a une aliénation qui est en cours. Et donc, elle aliène les gens qui deviennent ignorants eux-mêmes, qui sont pris dans une aliénation. Et ça, pour le dire tout bêtement, ça veut dire que ce n'est plus la pensée, c'est la dépensée qui compte. Hein. Bon, on voit bien que la langue française permet un joli jeu de mots. Mieux vaut dépenser que penser. Eh bien, en dépensant, c'est ce que vous appelez l'addiction. On est pris là-dedans. Et du coup, c'est Badiou aussi qui reprend ça de manière dans son dernier livre, la philosophie. Il dit, avant, c'était une idée. Tout le monde la même, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est pas d'idée. Eh bien, pour assumer qu'il y ait plusieurs idées, parce que c'est ça qu'on espère quand même pouvoir soutenir, il va falloir que nous essayons de voir comment on va pouvoir élaborer ça, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble, quelles sont les conditions pour pouvoir vivre ensemble avec des idées multiples. Bon. C'est pas sûr qu'on arrive à ne pas devoir faire autre chose que de consentir à ce que l'altérité nous précède. Hein. Ce sera toujours probablement ça qui est en jeu là derrière. Ce sont des questions énormes, mais voilà, ce sont celles de la psychiatrie, en effet, pour moi, très importantes. Merci de l'avoir terminé par là, parce que je crois que c'est tout à fait fondamental. On va peut-être s'arrêter là pour vous laisser aller. Merci beaucoup. Vous avez pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 27 février 2020 avec les traducteurs et directeurs de l'ouvrage Lettres d'Italie, Florence Albrecht et Pierre Parlant, et en présence du philosophe Jean-Christophe Godard.